justement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier À temps. votre parce que avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, du parc des expositions de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, on va s'intéresser en fait à l'intelligence artificielle. Le titre de l'émission, pour garder l'espoir d'une vie heureuse, que doit-on refuser à l'IA et aux GAFAM? On va pouvoir en parler justement avec Gabrielle Alpean. Bonjour. Bonjour. Gabrielle, vous êtes philosophe et vous êtes aussi ici parce que vous êtes marraine des... Journée nationale de l'agriculture qui auront lieu du 6 au 9 juin 2025. Et voilà, et je vous conseille vraiment de vous y rendre. C'est l'ouverture des fermes, donc au grand public, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Partout en France. À vos côtés, Anthony Noyon, bonjour. Anthony, Bonjour. vous êtes président de Seconde. Seconde, c'est quoi? C'est une solution qui aide les coopératives à mettre en relation les agriculteurs avec les prestataires de services et qui est propulsée par des outils d'IA. Voilà, vous travaillez pas mal sur l'IA en tant qu'acteur dans ce domaine. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Chaque année, je vous reçois et c'est avec beaucoup de plaisir. Donc, vous êtes philosophe, vous avez écrit différents livres, notamment Humus, dont on avait parlé l'an passé. Mais là, en fait, c'est plutôt sur Voyage d'un philosophe au pays de l'IA, la fin de l'individu. C'est un livre que vous avez édité il y a 5 ans. à peu Oui, près. oui, oui. Voilà. Et on aura l'occasion de raconter la démarche aux éditions de l'Observatoire. Et juste à mes côtés, Philippe Vacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence Lucie et on expliquera après ce que vous proposez. Alors, peut-être Gaspard, on va démarrer par vous. Vous avez fait le tour, vous avez rencontré aux 4 coins de la planète, s'il y a des coins sur une planète, une 120, je crois, experts en matière d'IA. Oui, alors ça c'était déjà en 2017-2018 que j'ai fait ce grand voyage sur l'intelligence artificielle. Et je dois dire que depuis, c'est un sujet qui m'intéresse de moins en moins, pour être franc. Parce qu'une fois qu'on comprend comment ça marche, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas de la magie, c'est pas très sorcier, c'est juste de la corrélation des résultats de l'intelligence humaine. C'est pas une autre forme d'intelligence, c'est même pas quelque chose qui cherche à imiter les processus de l'intelligence humaine. Et je suis, j'avoue, un peu... alors forcément, je m'exprime beaucoup là-dessus en ce moment, puisque tout le monde en parle. Et pourquoi tout le monde en parle et pourquoi tout le monde investit et investit encore? Bon, il y a des raisons économiques, mais je pense qu'au fond, il y a une raison presque métaphysique plus profonde, qui est que nos sociétés ont la passion de l'intelligence, intelligence artificielle ou non, de l'intelligence sous forme très analytique. On rationalise, pour ça on centralise l'information, et puis ensuite on rend les résultats. Et puis on vous dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et cette passion de l'intelligence, elle reflète hélas un désintérêt pour la vie, pour le présent, pour les milieux qui nous entourent. Et c'est peut-être l'occasion d'en parler et de faire cette remarque ici au Salon de l'Agriculture. J'ai vu par exemple que pour résoudre le problème de l'effondrement des pollinisateurs, il n'y a plus d'abeilles, eh bien il y a des boîtes d'intelligence artificielle qui ont créé des robots abeilles qui vont permettre donc de reconnaître les fleurs et puis de disséminer le pollen. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ça, c'est une solution d'intelligence pure, vous voyez? C'est une solution d'ingénieur, une solution de rationalisation. Évidemment, si on dépensait les mêmes sommes pour planter des haies et pour comprendre ce qu'on a cassé dans le vivant et dans la biodiversité pour que, in fine, les abeilles reviennent, ça serait sans doute peut-être pas plus intelligent, mais plus malin et plus sensible. Et donc, il faut quand même toujours se demander, quand on a l'IA en tête, vous savez, les gens parlent IA, on dirait des ânes qui braient IA. Pourquoi on en a besoin? Évidemment, ça peut servir dans la médecine. Pour toujours parler d'agriculture, on peut par exemple imaginer des drones qui viennent désherber pile poil l'adventice qu'il faut dans la transition agroécologique. Pourquoi pas? Mais ça ne peut pas être, si vous voulez, le moteur de la solution qu'on cherche. Et je pense qu'on va beaucoup perdre en tant qu'humanité si justement on se laisse happer par la pure intelligence. Et cette intelligence analytique, elle a en plus, on finit, si vous voulez, par devenir nous-mêmes des robots dans la manière dont on s'exprime, dans la manière dont on fait des réunions, dans la manière dont on se comporte en société pour répondre aux exigences de l'IA, pour être sûr qu'on est entendable par une intelligence qui n'est jamais qu'une forme de mise en boîte, de catégorisation du réel. Il faut rappeler que le réel, il est toujours plus riche, il est toujours plus singulier, et que l'IA peut être un outil utile, mais peut certainement pas donner... Alors vous parliez du bonheur, je pense que l'IA peut donner du bonheur si le bonheur est confondu avec le bien-être.
Et effectivement, une société de bien-être total peut être entièrement gérée par une intelligence artificielle qui donne à chacun un peu ce dont il a besoin. Mais est-ce qu'on veut à tout prix le bien-être? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même qu'on recherche dans l'existence, qui nécessite de la friction, qui nécessite de se tromper, qui nécessite de construire aussi dans l'adversité une singularité? Et pour ça, il faut se réapproprier soi-même. Et ce qui m'inquiète le plus, au fond, dans ces systèmes, c'est pas l'idée que les robots prennent le pouvoir un jour, c'est l'idée que par paresse, par souci du confort, par une sorte de bonheur qu'on va confondre avec simplement l'absence de douleur, on délègue notre capacité de choix, notre autonomie, notre libre arbitre à la machine parce que c'est plus simple. Alors vous savez, moi je suis écrivain et maintenant il y a une IA qui est arrivée dans Word, ça s'appelle Copilot, et à chaque fois que je saute une ligne, l'IA est là et me dit: t'es sûr que tu veux pas que j'écrive le paragraphe à ta place? Ça serait quand même beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qu'elle ferait en fait? Elle va me proposer la solution moyenne. Pas forcément une solution nulle, c'est une solution moyenne parce que c'est jamais que statistiquement la somme de ce que des millions d'êtres humains ont produit, la manière dont ils ont assemblé les mots ensemble. Mais si on veut être en tant qu'écrivain une personnalité, c'est-à-dire une voix singulière, si on veut être en tant qu'agriculteur, si on veut concevoir une culture qui, bien justement, est adaptée à un terroir et qui donc, en ce sens, est unique, eh bien, il nous faut quelque chose d'autre et il faut développer cette intégrité, au fond, morale. Donc, voilà pourquoi je me méfie des applications trop simples qui nous entraînent dans cette espèce de soumission qui, même démocratiquement, pose problème parce que des gens qui finalement abdiquent leur libre arbitre très vite se soumettent au pouvoir central. Ce risque d'abdication, de paresse peut-être, de délégation, comment vous réagissez? Oui, effectivement, s'agissant de l'intelligence artificielle, il n'est pas facile de sortir d'une approche binaire qui serait bien ou mal, technophile, technophobe. On a l'impression qu'il faut absolument choisir son camp. Moi, pour le coup, en tant que philosophe, ce qui m'intéresse par rapport à l'intelligence artificielle, c'est plutôt de me dire finalement, mais qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de notre humanité? En gros, pourquoi diable l'être humain a eu l'idée d'inventer un outil pareil? Pour le coup, il y a une expérience qui a été menée dans une école, dans une classe. On a demandé à un certain nombre d'élèves de l'aide. Alors, ils pouvaient demander de l'aide soit à l'intelligence artificielle, soit à leurs camarades de classe. Et la plupart des élèves ont préféré demander l'aide de l'intelligence artificielle. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu « mais parce que l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi ». Et je trouve que cette expérience est quand même intéressante et pour le coup nous interpelle vraiment. On se dit finalement, est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas mettre un coup de projecteur, une lumière crue et même cruelle sur nos angles morts, sur nos bassesses, sur nos médiocrités, sur nos vulnérabilités? Et finalement, à partir du moment où ChatGPT, DeepSeek, ou en tout cas un outil d'intelligence artificielle générative, a plus d'empathie qu'un médecin quand il vous apprend une maladie, plus de patience qu'un professeur à l'école, plus de capacité d'écoute que vos parents, ou plus de tolérance que vos amis, ou plus de créativité qu'un juriste, ou plus de discernement qu'un directeur des ressources humaines, ben pour le coup, est-ce que ça ne devrait pas sacrément nous remettre en question, nous, en tant qu'êtres humains? Finalement, est-ce que nous n'avons pas abandonné... Il ne peut pas avoir plus d'empathie. Mais ça n'existe pas. Il peut imiter l'empathie humaine. Mais un robot n'a pas d'empathie parce qu'il ne donne pas de signification à son existence ni à ce qui l'entoure. Peut-être, mais en tout cas, Dieu sait qu'il y a un certain nombre d'êtres humains, pour le coup, qui ont complètement abandonné le champ de l'empathie. C'est bien ça le fond du problème. Et voilà, donc c'est exactement ce que je dis. Et donc c'est là où, effectivement, pour moi, l'intelligence artificielle devrait être considérée comme une opportunité, pour le coup, de nous regarder enfin dans le miroir et de dire, finalement, il est peut-être temps de nous remettre en question, effectivement, d'apprendre, à être un peu plus gentil, être un peu plus, etc., etc. Je reviens sur le sujet de l'école et de l'éducation, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça pose question à partir du moment où ChatGPT c'est tout, finalement, qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants à l'école? Mais pour le coup, cette question, déjà, il y a des siècles, Jean-Jacques Rousseau se la posait lorsqu'il dénonçait le fait qu'effectivement, on avait transformé les écoliers en perroquets ou en singes savants qui récitaient par cœur leurs leçons, et finalement... ils étaient à même de réciter par cœur un certain nombre de choses, sauf que à quel moment est-ce qu'on leur apprenait, encore une fois, la gentillesse, l'humilité, la tolérance, voilà. Et finalement, on voit que toutes ces grandes valeurs, c'est un peu comme si nous les avions, un petit peu abandonnées. On connaît tous la date Marignan 1515. Alors Marignan 1515, on connaît tous par cœur cette date, mais finalement, est-ce que ça nous rend meilleurs? Est-ce qu'il y a moins de guerres dans le monde? Non, ça n'est pas le cas. Donc pour le coup, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est finalement... dans quelle mesure elle peut, nous, en tant qu'êtres humains, nous remettre en question. Et c'est là où je rejoins tout à fait Gaspard Koenig sur le sujet, effectivement,
du rapport au réel. Pour le coup, il me semble que la crise aujourd'hui, c'est pas une crise économique, institutionnelle, territoriale, politique, sociale ou quoi que ce soit. Pour moi, la vraie crise aujourd'hui, c'est plutôt la crise de notre rapport à la réalité. Parce qu'effectivement, à force de la mutiler, en la rationalisant, de la découper en petits morceaux ou de la fuir vers des mondes virtuels, eh bien, nous passons complètement à côté d'elle. Et en lien justement avec le salon de l'agriculture, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai lu, c'est cet écrivain japonais Genzaburo Yoshino, dans son livre « Et vous, comment vivrez-vous ?» qui date de 1937, donc ça ne date pas d'hier, qui disait il est tout de même bizarre que ces hommes qui ont fabriqué la nourriture que tu manges, les vêtements que tu portes, la maison que tu habites, toutes ces choses essentielles pour ta vie, soient tous de parfaits inconnus. Voilà. Ça date de 37 et finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que nous sommes tous devenus de parfaits inconnus les uns pour les autres? Donc pour le son, effectivement, nous sommes hyper connectés au virtuel, mais nous nous sommes complètement déconnectés du réel. Et pour le coup, le succès du salon de l'agriculture est peut-être le signe que il est peut-être temps justement de se réconcilier avec la réalité. Alors Anthony, justement, vous faites le lien un peu entre peut-être l'IA et l'agriculture. Oui, et aussi avec le monde réel, mon métier, c'est de déployer des solutions d'IA. Donc, nous-mêmes, on a dû apprendre ces systèmes, on a dû commencer à les déployer au sein des entreprises, et maintenant, on les déploie auprès de salariés qui nous disent, lorsqu'on leur demande, vous l'attendez où, l'IA ? Pour faire moins de trucs chiants. Ça m'emmerde de faire telle tâche. Et si je peux ne pas consacrer mes semaines à faire une tâche répétitive et rébarbative, je l'accueille positivement. Mais derrière, on va aussi avoir des gens qui, du coup, sont inquiets pour leur métier, qui se demandent s'ils auront un emploi demain ou pas, et qui se demandent comment les dirigeants des entreprises vont accueillir l'arrivée de l'IA. Nous prévoyons qu'il y a ce qu'on appelle maintenant des agents d'IA, et que chaque salarié aura son agent d'IA qui va l'accompagner, qui va l'aider dans son travail. Et même, on va avoir des agents d'IA au sein des entreprises. On a vu ça très récemment dans une banque au Singapour, qui a déployé 800 agents pour 350 besoins de la banque, et qui s'est mis malheureusement à remplacer ses salariés par des agents d'IA. Et on est face à des changements sociétaux comme cela. Je me permets de réagir parce que moi, je ne veux pas laisser passer le discours qui consiste à dire « Ah, mais c'est formidable, maintenant vous allez faire des choses extrêmement créatives parce que toutes les choses, toute la matière de l'intelligence va être déléguée à une IA. » On n'est pas créatif ex nihilo. Ça veut dire quoi? J'ai jamais vu que, en fait, quand on libère du temps pour du temps, qu'est-ce que font les gens? Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des jeux vidéo. Quand on est créatif, je vais prendre mon expérience personnelle en tant qu'écrivain. Si l'IA me disait c'est pas grave, je vais trouver ton adjectif. Et puis toi, comme ça, tu pourras te concentrer sur des tâches plus créatives, ta narration, la construction de tes personnages, et puis moi, je vais faire le... Mais en fait, c'est en cherchant cet adjectif, c'est en faisant la tâche un peu artisanale, emmerdante, en allant triturer les mots, en faisant moi-même cet effort, que je deviens créatif. La créativité, c'est pas une espèce de faculté magique qu'on aurait tous en nous et qu'il suffirait de déclencher une fois que l'IA a fait les bases besognes. C'est en faisant les bases besognes, en fait, qu'on comprend les choses et qu'on peut innover. Voilà. Et ce monde où on dit chacun va être aidé par une IA, mais c'est un monde en fait ultra bureaucratique, où on va passer notre temps à essayer de satisfaire les besoins d'une IA qui est quoi? Qui est simplement la moyennisation de la pensée des autres. Donc c'est pas quelque chose... Enfin, je veux dire, c'est politique. On a le droit de pas choisir cet univers-là. C'est pas une fatalité que l'économie ou la productivité nous imposerait. On a le droit de choisir, mais on le choisit pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on choisit. C'est Elon Musk qui choisit aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans l'informatique, c'est que tout est là. C'est-à-dire que vous avez Microsoft qui vous met une IA sur votre écran. Vous pouvez choisir LibreOffice qui fonctionne de manière complètement... qui vous laisse fonctionner de manière complètement autonome. Vous avez Google qui pompe vos données. Vous pouvez choisir DuckDuckGo qui fait le choix d'être neutre et qui n'intègre pas vos datas. Donc en fait, vous avez WhatsApp qui fait pareil, qui finit vos phrases. Vous pouvez utiliser Scred, qui est une application de peer-to-peer où les données ne sont pas du tout stockées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours en fait dans l'informatique des gens qui imaginent des solutions qui sont juste alternatives et qui sont justement beaucoup plus protectrices. Mais il faut faire l'effort d'aller les chercher et petit à petit de se construire son propre univers numérique dans lequel on est libre et autonome et on n'est pas constamment en interaction avec quelque chose qui vous dit quoi faire et qui en retour pompe le travail que vous êtes en train de... Parce que quand il y a copilote dans mon ordinateur, c'est-à-dire que non seulement il essaye de m'influencer, mais qu'en plus chaque phrase que j'écris va directement alimenter l'IA de Microsoft et que donc il fait en direct sur mon écran d'ordinateur une violation du droit d'auteur.
Philippe, vous voulez apporter une forme de quoi? D'éthique? Nous, si je rebondis un petit peu sur ce que vient de dire Gaspard, on est là pour essayer d'aider justement les gens à choisir, en tout cas à se poser des questions. Donc nous, notre métier, c'est très pratico-pratique et très modeste. Nous, concrètement, on aide les entreprises à évaluer leur démarche RSE et notamment leur démarche sur le domaine du numérique responsable. Et sur cette question du numérique responsable, on s'est posé pas mal de questions, de dire mais qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Comment est-ce qu'on est capable de dire qu'une entreprise a une démarche responsable si elle utilise de l'IA, si elle est créatrice de services d'IA? Et donc on a travaillé avec des spécialistes sur le système, dans notre écosystème, et on est arrivé à un manifeste de l'IA, qui est un document qui est open source et qui restera open source, et on se propose d'aider les entreprises à évaluer. Alors évaluer, vous allez me dire, sur des sujets philosophiques comme ça, comment est-ce qu'on évalue? Nous, on se base sur la notion d'utilité. C'est-à-dire à quoi ça sert? Est-ce que, humainement parlant, mais également sur l'ensemble des enjeux sociaux, éthiques et d'environnement, est-ce qu'on a une utilité? Est-ce qu'on a un bénéfice? Est-ce que, en fait, on répond à une fragilité de la société? Il faut quand même se dire qu'on vit dans un environnement fini, dans un monde fini. Fini, c'est-à-dire que c'est pas parce que Trump dit dig, et il peut creuser ce qu'il veut, mais à un moment, il n'y aura plus de pétrole en dessous. Donc voilà, il va faire des gros trous. Le monde est fini, donc à un moment, il n'y aura plus de pétrole. Et à un moment, l'acidification des océans fait que les ressources aquatiques s'effondrent, et c'est déjà le cas. Les abeilles, en effet, la population d'abeilles s'effondre, et c'est pas en mettant des robots qu'on va résoudre le problème. Donc on a des ressources, également énormément de ressources de métaux, de minerais, donc limitées. Et de toute façon, tous les fantasmes de l'IA dont on parle, on n'est absolument pas capable de les produire sur Terre avec les ressources de la planète. Point. Donc, il y a un moment, il faudra peut-être falloir s'arrêter. Alors, on peut attendre de s'arrêter, et comme l'ont simulé certains spécialistes en disant dans 50 ans, le PIB va s'effondrer de 70%, et voilà, donc ça va être une catastrophe, ou on y va progressivement. Donc, nous, l'idée là, c'est de dire, est-ce que le service d'IA que je propose, sur un certain nombre de critères très factuels, environnementaux, socio-éthiques, est-ce qu'il a une utilité? Est-ce que ça permet de réduire la quantité, de manière substantielle, la quantité de pesticides qui est mis dans les cultures? Est-ce que ça permet de réduire, d'améliorer un système de mobilité, donc de réduire l'impact carbone? Est-ce que ça permet de réduire des inégalités, des injustices? Ok. Et est-ce qu'en contrepartie, j'ai un coût qui est important? Alors là, vous allez me dire, on mélange des choux et des bananes. Oui, on mélange des choux et des bananes. On va essayer de faire un petit peu le tri. Il y a un coût. Tout IA a un coût. Voilà, on consomme de l'énergie. Il faut arrêter de dire on a des solutions à impact positif. Ça n'existe pas. On a un coût. Voilà. Et donc, est-ce que ces coûts, ils sont majeurs par rapport aux limites planétaires, ou est-ce qu'ils sont modérés? Et donc on fait, après, on identifie sur cet ensemble de critères que l'on est en train de finaliser, le service n'est pas encore réalisé, mais dire quels sont les éléments sur lesquels on a un impact positif majeur. Donc si on n'a pas, déjà, nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et face à ces impacts majeurs, on peut dire essentiels, est-ce qu'on a des coûts, des préjudices qui sont majeurs également? Et donc, là, l'équilibre, en effet, a un côté difficile, et on ne va pas rentrer dans des discussions. Enfin, on n'est pas moralisateur non plus. Donc, mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est clairement déséquilibré au sens qu'il y a un bénéfice? Et là, on dit, oui, l'IA a une utilité sur la vie sociale, ou bien, au contraire, on est un peu kiff-kiff, donc bof, ou on est négatif. D'accord. Qui souhaite réagir là-dessus? Ça me semble un monde de cow-boy quand même, déjà le monde de l'entreprise, mais en même temps, en plus dans l'IA, pour accepter justement cette valeur que vous prenez. Quels sont les... Ça me semble, les entreprises de l'IA, un monde de cow-boy. Pardon, Anthony. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à adopter justement... Nous ne sommes pas une entreprise de l'IA, nous employons des outils qui ont été créés par des entreprises de l'IA, et nous sommes en train de les déployer dans les sociétés. Donc on voit l'impact, encore une fois. Nous n'avons pas créé ces outils, nous n'avons pas de philosophie sur ces outils, nous répondons à des demandes en face, et nous accompagnons les entreprises dans ces changements. Et il faut se rendre à l'évidence que c'est un outil professionnel qui est déjà là. Et on pourra le commenter tout ce qu'on veut, il est là et il arrive, et il va changer profondément
la compétitivité des entreprises. C'est difficile d'imaginer un avenir où, en tant que salarié, ce que j'ai été, où on est préoccupé de son emploi, de se dire je vais pouvoir continuer à travailler sans savoir employer des outils d'IA, sans savoir faire des prompts. Est-ce que j'ai un avenir dans cette société et à quel point est-ce que la société va me protéger si je décide de me dérober à ce changement ? Alors moi j'aimerais bien répondre à cet argument classique qui est de dire que c'est une fatalité, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut la prendre. Et j'aimerais répondre en citant un exemple justement agricole qui est développé par David Graeber et David Wengrow dans leur dernier livre sur l'histoire au fond du monde, et qui explique qu'on nous a appris en fait un mythe. Et ce mythe, c'est que les outils agricoles sont apparus, donc les sociétés sont devenues sédentaires, donc petit à petit on a eu le droit de propriété, donc on a eu les villes, donc on a eu les États, puis on finit avec l'Union européenne. Et qu'il y avait une espèce de fatalité à employer ces outils parce qu'ils étaient là et que tout le monde faisait pareil. Et en fait, ce sont des chercheurs qui font de l'archéoanthropologie, c'est-à-dire qui vont regarder dans les ruines pour comprendre culturellement comment fonctionnaient les sociétés premières. Et en fait, ils se sont aperçus que c'est pas du tout ça l'histoire. Ça, c'est l'histoire reconstruite, un peu l'histoire rousseauiste. Mais la vraie histoire, c'est que quand les outils agricoles sont apparus, la charrue, le soc, etc., eh bien, les sociétés ont délibéré. Et certaines ont décidé de les adopter, effectivement, de devenir nomades, de faire de l'agriculture, du droit de propriété, tout ça. Puis certaines, à côté, et souvent les voisins, en fait, choisissent l'inverse pour voir, et puis un peu par esprit de compétition, on fait l'inverse. On dit non, on ne prend pas. Puis certains l'ont fait, puis ont renoncé. Certains l'ont fait en Égypte, par exemple, 6 mois par an, en disant on va être sédentaire un peu, nomade un peu. Et ce que veulent dire ces auteurs, c'est qu'il y a un imaginaire social qui commande notre utilisation de la technologie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il n'y a pas une espèce de chemin irréversible, monocorde, que tout le monde devrait emprunter. Il y a des approches qui vont changer en fonction des cultures. Moi, pour ce voyage autour de l'IA, j'étais en Chine, aux États-Unis, en Europe. Bien heureusement, ce n'est pas du tout la même approche. Les Chinois, par exemple, sont très confortables avec la généralisation, l'universalisation de l'IA, parce que là-bas, l'individu n'existe pas. C'est une culture confucéenne, et pour des raisons morales, je veux dire, pas par cynisme, ils considèrent que l'individu doit participer au bien du groupe, et que donc, si on réunit toutes les données et qu'on les transmet à la police, aux impôts, à la santé, etc., et que ça permet d'améliorer le bien-être collectif, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Alors, l'idée, c'est d'avoir un lac de data, qui soit une espèce de grand lac collectif, que l'État, évidemment, le Parti communiste chinois posséderait et qui permettrait ensuite de réguler l'ensemble de la société. C'est ça un peu leur horizon, leur imaginaire social. Mais nous avons un autre imaginaire social. L'Europe est plutôt, à l'époque où il y avait Confucius en Chine, nous avions Socrate, qui au contraire se rebellait contre le pouvoir central, qui crée l'individu, justement, qui crée l'idée d'une liberté. Et donc, c'est pour ça que nous avons, par exemple, le droit d'auteur. Et le droit d'auteur, il dit, attention, telle innovation, j'en veux pas, parce que c'est en train de pomper et du coup de démonder les capacités créatives des auteurs, de les voler en quelque sorte. Donc je ne pense pas qu'il faille simplement adopter la technologie parce qu'elle est là. D'abord, je pense qu'effectivement, c'est pas viable, c'est pas pérenne. Et je pense que dans 20 ans, la discussion, ça sera comment peut-on avoir des sols fertiles et de l'eau non polluée. Et que l'IA, on aura un peu oublié. Et que c'est un peu un luxe de sociétés qui surexploitent leurs ressources et qui sont sur la dernière ligne droite. Mais par ailleurs, nous avons le droit d'en faire l'usage, de décider collectivement de l'usage, individuellement d'abord, professionnellement et collectivement de l'usage que nous voulons en faire. Et il serait temps d'ailleurs que la politique, plutôt que de parler toujours des mêmes sujets des années 80, s'empare de ce genre de sujet-là et propose des solutions différentes, que la population tranche. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est que l'élite économique et politique dit IA, 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 tous les camps confondus, et que les gens avec qui je parle dans la population sont pas tellement d'accord. Et c'est quand même nous qui devrions décider, in fine. Donc c'est la faillite du politique sur ce sujet, Gabriel. Oui, effectivement, je rejoins tout à fait Gaspard Koenig sur le sujet que voilà, il faut se méfier de ce côté principe existence oblige. C'est d'ailleurs ce que le philosophe Günther Anders, déjà à son époque, voilà, disait, se méfier, c'est pas parce qu'une chose existe qu'il faut forcément l'utiliser. Donc voilà, se méfier de ce principe existence oblige. Mais par ailleurs, effectivement, pour moi, l'une des autres questions, en tout cas tout aussi importante, c'est effectivement, et on en a déjà un peu parlé, de ce que l'on va décider de déléguer ou non à l'intelligence artificielle. Pour le coup, j'aimerais en tout cas juste vous rapporter un échange que j'ai pu avoir avec une dame très âgée dans une maison de retraite qui m'a dit que ce dont elle souffrait le plus du fait de sa situation dans une maison de retraite, c'était le fait qu'elle ne pouvait pas appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se faire un café ou pour éplucher ses pommes de terre pour se préparer un repas. Et elle avait l'impression, du fait d'avoir délégué à d'autres ces petites actions, activités quotidiennes, de vivre une forme de vie par procuration.
Et en fait, cette expression de vivre par procuration m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit finalement, il y a des grandes théories sur la vie, il y a des écrivains, des philosophes qui ont écrit sur la vie, le sens de la vie, mais finalement, est-ce que la vie, ça n'est pas ces petites choses anodines? Et finalement, dans cette grande question de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va décider de lui déléguer ou non? Attention, parce qu'effectivement, dans les choix de ce que l'on va lui déléguer ou non, il y a des choses qui peuvent sembler a priori anodines et qui finalement constituent peut-être le sel de la vie. Donc en tout cas, dans le choix de ce que l'on va décider de lui déléguer ou non, va se dessiner en creux la définition des êtres humains que nous voulons devenir. On peut supposer, justement, on doit réglementer, c'est la faillite du politique, c'est-à-dire que le politique aujourd'hui ne prend pas parti sur l'IA. On a l'impression que c'est libéral, que tout avance, que c'est normal, c'est une fatalité. Alors la question c'était, pour garder l'espoir d'une vie heureuse, que doit-on refuser à l'IA et aux GAFAM? Est-ce que le politique peut réglementer un certain nombre de données, un certain nombre de choses, statutairement, en disant stop, ça, il ne faut pas y toucher? Oui. Déjà, il peut donner le choix. C'est-à-dire que, comme je le rappelais, d'abord, il y a énormément d'applications alternatives qui existent. Il faut les mettre en valeur. Il faut s'assurer que la concurrence soit réelle et qu'on puisse effectivement ne pas être coincé, par exemple, dans l'univers Microsoft. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle la portabilité. C'est des trucs très bêtes, mais qui permettent aux gens, justement, de s'échapper vers des univers qui vont être plus protecteurs, qui leur laissent un véritable choix. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il y a une notion très importante qu'il faudrait mettre en valeur de manière législative, c'est le droit à l'anonymat. Dire, pour demander l'identité des gens, il faut que vous prouviez que vous avez vraiment un impératif de sécurité publique, sanitaire, vital. Sinon, vous leur foutez la paix. Et oui, vos systèmes vont être un peu moins efficaces parce que vous allez récolter un peu moins de données. Beaucoup moins de données. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans une société conforme à nos valeurs européennes, c'est-à-dire pour vivre libre, pour être des individus qui peuvent errer, qui ne sont pas constamment sommés d'ouvrir un compte, de rentrer un mot de passe, mais qui peuvent simplement marcher libre, errer dans leur société. Et franchement, c'est des choses... Moi, j'ai l'impression que toutes les semaines, mon espace de liberté se restreint. Que ce soit parce que Copilote arrive sur mon ordinateur, que ce soit parce qu'il y a maintenant sur les autoroutes, les autoroutes dites à flux libre, des capteurs qui m'identifient et qui me demandent ensuite d'aller sur Internet pour remplir toute une procédure. Évidemment, ils ont mon nom. Donc, pour moi, c'est assez grave. C'est ce que disait Tocqueville, et ça rejoint ce que vous disiez, Gabriel. C'est dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. C'est sous ces détails, on se dit « ça, c'est pas grave, allez, tant pis, on laisse tomber. » Mais petit à petit, on restreint en fait à une cage dans laquelle tout est contrôlé par des processus centraux que nous n'avons pas décidés. Il nous reste 3 minutes, Philippe. Oui. Oui, je pense que le politique a un rôle essentiel et comme toujours, la technologie va plus vite que le politique et on va arriver avec un train de retard. Sauf que là, ça va quand même très très vite et c'est absolument essentiel. Donc il y a des freins à mettre, il y a des limites à mettre. L'IA, c'est un outil qui peut être en effet très utile, qui peut avoir des gains très importants pour la société, mais c'est également extrêmement dangereux. Alors, il y a les dangers que vous évoquez, notamment sur l'éthique. Enfin, c'est quand même assez invraisemblable qu'on accepte d'avoir des IA en Europe qui soient filtrés avec... on n'a pas le droit d'avoir des propos sur l'équité parce que M. Trump a refusé ou les Chinois mettent des fils. Donc, c'est quand même... Enfin, je ne comprends pas que le politique ne se soit pas déjà emparé de ce sujet-là de manière assez forte. Et globalement, on a une vraie thématique sur l'environnement et l'environnement est lié au social, donc je ne distingue pas les deux, mais on est dans un monde avec des limites planétaires, avec dans un monde fini, je le répète, et si on ne s'y attarde pas réellement, ça ne marchera pas. Et ça, nous, notre métier, c'est de le faire d'une manière volontaire, avec nos évaluations, nos sensibilisations, mais il y a un moment donné, il y a besoin du politique, il y a besoin de la réglementation. C'est pour ça qu'il y a eu des choses, il y a quelques lois européennes sur le Green Deal qui ont fait marche arrière récemment, mais il y a besoin, notamment sur l'IA et sur les aspects, les impacts numériques qui doublent tous les 3-4 ans en termes d'impact environnementaux. Donc on doit absolument légiférer, je pense, également sur ce sujet. Et l'IA nous renvoie à notre médiocrité, quelque part, de ne pas faire l'effort d'aller chercher l'alternative, de ne pas faire l'effort, justement, de ne pas scroller uniquement, enfin, d'être capable de faire autre chose. Et là, comment on fait? C'est l'éducation qui doit prendre le relais? Oui, après, alors oui, et effectivement, il y a une vraie question d'éducation et peut-être temps de pouvoir complètement repenser les écoles et d'ailleurs, on ferait mieux de s'inspirer
de l'enseignement agricole et de justement cette manière d'appréhender les sujets dans l'enseignement agricole qui ferait bien d'inspirer le ministère de l'Éducation nationale. Mais pour le coup, je trouve que, juste ajouter un petit élément, c'est assez intéressant quand même parce que quand on regarde dans les grandes malédictions que Dieu lance à l'être humain une fois qu'il a croqué un morceau du fruit défendu, on voit que parmi les grandes malédictions, la première c'est tu travailleras à la sueur de ton front, et la deuxième c'est tu es poussière, tu reviendras à la poussière, donc c'est la mort. Et c'est quand même assez étonnant que l'intelligence artificielle se déploie prioritairement dans deux grands domaines. Un, la question du travail, donc effectivement on la développe pour travailler un tout petit peu moins à la sueur de nos fronts, et deuxièmement sur le sujet de la mort, et donc c'est tout ce qui est le transhumanisme et comment l'IA peut nous permettre de pouvoir rallonger la vie ou contourner un peu la mort. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si l'IA était une forme un peu de pied de nez de l'être humain, un pied de nez lancé à Dieu, sauf que ça ne veut pas dire que pour autant la malédiction va se transformer en bénédiction. Gabriel Elpern, merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut vous retrouver dans Créer des ponts entre les mondes, donc une philosophe sur le terrain aux éditions Fayard. On peut lire bien sûr aussi Humus. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Gaspard et merci beaucoup Philippe, et surtout merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, pourquoi la situation de l'élection président Macron est assez... agricole se prépare